Dans le cadre. C'est bon. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle session du Lion Jug. Il y a des gens qui sont parmi nous pour la première fois ce soir. Une personne, bienvenue à toi. Donc ce soir, on va parler de leadership technique, de design, de plein de choses intéressantes. Juste avant, merci à Zenica de nous héberger. Merci à vous d'être venus. On n'a pas de slide, mais si vous connaissez pas, il y a le calendrier Lyon Tech Hub qui recense tous les meet-up des communautés tech lyonnaises. De mémoire, il y a une conférence le 8 avril, je crois, sur Lyon Craft. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est craftsmanship, les gens qui aiment la technique, mais pas que. Donc les places sont ouvertes. Je crois que c'est 50 €, quelque chose comme ça. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Le prochaine session, ce sera fin mars. Et nous aurons Brian Clausel et Sébastien Deleuze qui bossent tous les deux chez Spring sur Spring Core et je ne sais plus exactement sur quoi bosse Seb, mais ils nous parleront des nouveautés de Spring Boot. La session s'intitule « Rafraîchissez votre application Spring Boot ». Donc toutes les nouveautés, tous les trucs intéressants, ils en parleront. Et donc j'ai pas dit, mais c'est des core committers, si je l'ai dit déjà. C'est des core committers Spring, ils savent de quoi ils parlent, ce sera intéressant. Venez, il y aura des bières, il y aura des pizzas. Faites passer le mot. Je m'arrête là, ou à moins que j'ai d'autres choses à dire. Si vous avez des talks, je vais vous proposer. Si vous hésitez à vous lancer, vous vous dites tiens, je ferais bien un talk, ou si vous dites je ferais bien un talk, mais j'ai rien à dire, je suis sûr qu'en creusant, vous avez des choses à dire. Donc si vous voulez vous lancer, venez nous voir aussi, on pourra éventuellement vous aider pour ça. Voilà. Sans plus attendre, je te laisse la main pour la presse. Bonne soirée. Je crois juste le truc pour le rallumer, je crois. Ah oui. Non, mais c'est éteint, mais je sais plus où j'ai mis la télécommande. Si jamais tu... On n'a pas une télécommande. C'est peut-être une... Ah, je crois que je crois qu'il y avait peut-être la... Ça y est, il se réveille. Attends, je crois que j'ai une télécommande, ça se trouve, elle marche. Elle marche pas. Il s'est endormi entre-temps, le pauvre. Ah voilà, merci. On sera bien comme ça. Oui, c'est vrai. On a un nouveau membre du crew Mathieu. Ah. Bon, en attendant que ça s'affiche, je voulais juste d'abord poser une question un peu simple. Ici, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de se poser des questions un peu sur la suite de leur carrière un peu ? N'hésitez pas à lever la main. Ah, il y a du monde quand même. Ah bah super, je suis comme vous en fait. Je me suis pas mal posé de questions à un moment dans ma carrière, à peu près 4-5 ans d'expérience. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire qui pourrait un peu me challenger plus ou quoi ? La logique du marché du travail, c'est de rajouter sur ma casquette un petit terme de lead de quelque chose. Je me suis dit, ok, mais c'est quoi être lead ? Bon, je me suis posé un tas de questions. Je me suis rapprochée des personnes que je côtoyais dans mon entreprise de Zenica pour essayer d'avoir des réponses. Donc, que des personnes qui ont aujourd'hui un peu vécu des choses avec le leadership et qui m'ont répondu plein de trucs et ça me donnait des sons de cloche très variés. Et là, je me suis dit, waouh, ok, c'est pas clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place une réflexion un peu par défaut professionnel de discovery parce que je suis product designer et c'est quelque chose qui me plaît énormément dans mon métier, c'est d'aller chercher des réponses comme ça aux questions quand je me retrouve dans ce type de situation.
Et là, je me suis plutôt orientée sur un élément qui m'a marqué dans les échanges, mais la transition, en fait, elle n'est pas toujours simple quand on est dans notre métier du moment et qu'on veut aller vers ce type de métier ou de posture, on pourra voir après. Et ben en fait, c'est pas toujours simple. Donc je me suis dit, je vais me concentrer là-dessus pour essayer de comprendre. Est-ce que moi-même, qu'est-ce que ça implique pour moi? Est-ce que je suis faite pour ce métier ou est-ce que ce métier est fait pour moi? Et donc, c'est à travers tous les échanges que j'ai eus avec ces personnes que je voudrais raconter ça ici dans la présentation. En fait, je ne suis pas lead. Pardon, je peux pas vraiment, ça va être que de la transmission d'informations, un peu comme une journaliste, avec des verbatim, des paroles. Donc je suis Clémence, product designer à Zenica et aussi co-responsable de l'antenne lyonnaise des designers éthiques. Si ça parle. Voilà. Donc, pour un peu expliquer comment j'ai mené cette recherche, je me suis mise dans un contexte d'étude avec un protocole de questions. J'ai questionné différentes personnes avec des profils différents, à la fois d'un point de vue de leur expérience en tant que senior, junior, ou alors il y avait des femmes et des hommes, c'était aussi dans des disciplines différentes. Pas que dans la partie technique, mais aussi dans la partie parfois de produits, côté DevOps, agilité. Vraiment, c'était varié. Et puis aussi, donc ça, c'était tous les éléments qui étaient différents dans mes profils. Mais il y avait des points communs. Ils avaient tous vécu quelque chose avec le lead, avec la notion de lead. Ils sont tous aussi issus de l'entreprise de Zenica et ils ont tous eu les mêmes questions. Donc, petit disclaimer, il y a quand même le biais sur le fait qu'ils sont tous dans la même entreprise. Donc, clairement, j'ai bien conscience de ça. C'est pour ça que je mets ce petit attention, disclaimer. Et ça, c'est important pour que vous compreniez. Je leur ai posé la question assez simplement déjà pour commencer. Pour vous, c'est quoi le leadership? Parce qu'en fait, on en entend quand même beaucoup parler. C'est une discipline, c'est quelque chose qui est très compliqué dans le sens où il y a énormément de sons de cloche, tout le monde a vécu son expérience de lead, tout le monde se voit d'une certaine manière lead. Et donc c'était intéressant de voir ce que disaient les personnes. Et ce qui ressort, c'est une personne qui a la capacité à emmener un groupe dans un projet, soit par compétence, soit humainement. C'est quelqu'un qui va montrer une direction et donner envie aux gens de le suivre. C'est être en avance sur les autres en mode éclaireur et montrer que des choses sont possibles. Finalement, dans les mots-clés que j'ai captés à ce moment-là, on voit bien un peu un effet entonnoir, pour l'instant c'est encore un peu vague, mais on peut voir que c'est emmener un groupe, montrer une direction, donner envie de suivre, mettre les gens en mouvement, voilà, globalement, ce que j'ai compris à ce moment-là. Après, je me suis dit, ok, il y a ces questions, mais il y avait des éléments qu'ils ont remontés qui étaient... où ils n'étaient pas tous d'accord, quoi. Enfin, je commençais à sentir, ça y est, on arrive dans le cœur, tout le monde n'a pas la même vision de ce que c'est que le leadership. Et il y avait typiquement cet exemple, est-ce qu'il y a une vision unique? Non, clairement. N'importe qui peut être lead, c'est pas un rôle, mais une posture et une manière d'être. Ou à l'inverse, quelqu'un qui était plus dans... Enfin, je ne citerai pas forcément à la fois les noms des personnes ou les quantités de... Il y a 10 qu'on dit ça et 1 qu'on dit ça, donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. Je ne suis pas sûre que tout le monde puisse être lead. On ne peut pas s'improviser lead. Ça ne s'apprend pas sur le papier. Ok, bon, déjà, deux sons de cloche différents. La question, elle est toujours, est-ce que, au vu de qui je suis, est-ce que je peux être lead ou pas? J'ai toujours pas ma réponse. Donc finalement, j'aimais bien cette dernière définition parce que ça rassemblait, je pense, tous les points qui me parlaient dans ces interviews. Il existe différentes formes de leadership et de management qui s'appuient sur les qualités des leaders qui les portent. On y retrouve des traits communs, notamment l'envie de mettre les gens en mouvement, sans oublier que ce n'est pas toujours fait de la même façon. Bon. Avec une petite définition Wikipédia. Donc, toutes ces données que j'ai récoltées, finalement, j'ai essayé de les analyser sous une forme un peu entonnoir. Donc, c'est le contexte. Pourquoi je parle d'abord du contexte? C'est parce que c'est vraiment un des éléments qui est ressorti des interviews. C'est, ok, j'arrive quelque part, le contexte est important. Je suis une personne qui devient lead.
Où est-ce que j'atterris? Qu'est-ce que c'est, ce contexte? Eh bien, déjà, c'est de se dire, OK, dans quelle entreprise je suis? Dans quelle entreprise j'atterris? Une citation là-dessus. À chaque fois, c'est comme une exploration. Tu arrives et tu ne sais pas où tu es. Je pense que, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que les personnes qui sont ici et qui se posent des questions, qui ont déjà vécu un peu peut-être une transition de lead, se sont retrouvées un peu confrontées au fonctionnement de l'entreprise ou chez le client chez qui on est, bien sûr. Mais voilà, selon sa façon dont elle est organisée, c'est pas toujours évident. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, OK, déjà, je suis dans quel type d'organisation? Plus concrètement, une manière pour travailler là-dessus, quand on se pose ce type de questions, je pense, c'est des propositions, bien sûr, et il y a tout un tas de choses possibles à faire, c'est de commencer à mapper tous les liens qu'il peut y avoir des entités, les groupes. En fait, c'est de se faire un peu une carte mentale de la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est un exemple de ce que j'avais réalisé dans ma première mission quand je suis arrivée, d'essayer de comprendre en fait comment fonctionnait l'entreprise. Bon, aussi par rapport à mon travail, bien sûr, parce que j'avais besoin de créer une expérience utilisateur, que ça impliquait énormément de services et ça m'a aidé. Mais en plus de ça, ça m'a permis vraiment de comprendre de qui je dépendais, de quelles entités dépendaient de qui, de quoi. Enfin, c'était hyper intéressant. Un deuxième élément que je trouve que j'ai mis vraiment pas longtemps, parce que j'ai découvert ça il y a peut-être 2 semaines, en écoutant la conférence d'Emmanuel Hervé qui parle de la philosophie chinoise des 5 agirs, et je trouve que c'était très intéressant aussi pour comprendre dans quel environnement on est. Et je ne vais pas forcément trop avancer sur ce sujet parce que c'est hyper complet, mais l'idée vraiment c'est de se dire, ok, j'ai une entreprise et comment je peux la garder saine en sachant qu'il y a différentes façons de se comporter. Donc on va parler par exemple de comportements type donner du sens, conquérir, réaliser, transmettre et aussi juger. Donc tout ça en fait on va voir dans notre entreprise les services qui vont être plus de l'ordre de je veux conquérir, les services qui vont être plus des besoins de sens. Par exemple, le chef de l'entreprise peut-être a besoin de donner du sens. Il va y avoir peut-être des services ou des personnes qui vont être plus pour conquérir, etc. Et du coup, c'est intéressant de commencer à mapper ça pour se dire, ok, qui va m'aider dans mon travail? Ou qui va me freiner? Ou de qui j'ai besoin pour me faire avancer? Donc ça, c'est, voilà, je comprends un contexte global. Ensuite, je me dis, bon, ben en fait... il y a l'entreprise et il y a tout ce qui gravite autour de mon groupe, de mon équipe, dans le cercle plus restreint dans lequel je suis. Et c'est de me demander maintenant quelles sont les interférences ou tout ce qui gravite autour, de près, de loin. Donc il y a nous et il y a tout ce qui est autour. Et donc quels sont ces pans, tous ces éléments qui vont être liés? Comment, pourquoi, c'est quoi ces interactions? Est-ce que c'est des personnes que je suis extrêmement dépendante? C'est un peu commencer à mapper les services proches. Donc typiquement dans les remarques, je rencontre des difficultés stratégiques ou politiques. Du coup oui, donc maintenant qu'on a conscience de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler là-dessus? Là on est plus sur je mappe, j'essaie de prendre conscience. J'essaie de comprendre comment fonctionnent les choses. Je ne suis peut-être pas encore en train d'agir dans le sens je trouve des solutions pour résoudre mes problèmes politiques. Je n'ai pas de pouvoir de décision et je dois appliquer les ordres de la direction. Donc on sent qu'il y a une vraie dépendance. C'est important, je pense, au départ, quand on arrive dans une équipe et qu'on la lead, de savoir que tous ces éléments-là vont avoir un impact fort sur le groupe. Donc par exemple, un des exercices que je proposais, c'était de mapper une fois de plus, cette fois-ci, plus l'aspect interaction avec les services proches, tous les éléments, toutes les personnes, groupes, structures qui vont graviter assez proches de l'équipe, en menant notamment peut-être des interviews. Donc ça peut être un très bon point pour se rencontrer en fait toutes les personnes hiérarchiquement proches. De comprendre quels sont leurs objectifs, quels sont leurs enjeux, comment ils fonctionnent. Ça donne une bonne visibilité sur comment on peut, nous, de notre côté, soit s'adapter, soit trouver la bonne manière de communiquer. Ou voilà. Enfin,
c'est important, je pense, de mener cette phase d'interview et puis aussi d'étudier les parties prenantes. Donc ça, c'est tiré de Is the Green Set Building the One Already Standing, donc, qui est vraiment une map qui est tirée de la pensée systémique, donc justement, où, voilà, je fais pas mal le pont avec cette approche qui permet finalement de dire, ok, je suis lié à leads to, à telle ou telle structure, et de mapper tout ça, de mapper quels sont les liens. On commence un peu à se rapprocher petit à petit, mais on a le contexte, on a qui gravite autour, et un autre élément du contexte, c'est aussi comment le lead peut se créer. Parce que bien sûr, encore une fois, c'est ce qui est ressorti des interviews. Il y a peut-être plein d'autres cas que j'ai pas eu l'occasion de découvrir. Mais un des cas qui est ressorti notamment, c'était je viens d'arriver dans l'équipe avec le mandat de lead de quelque chose. Je dis quelque chose parce que je pourrais faire une conférence sur chaque, je pense, discipline de lead tech, de lead dev. C'est pour ça que je dis de quelque chose, c'est plus simple. Et donc la personne, elle arrive, elle a la casquette et elle ne connaît personne. Elle a vraiment le rôle de j'arrive en tant que lead. Et ce qui est ressorti sur les réactions des personnes, c'était notamment c'est quand même un peu difficile d'arriver avec le rôle officiel, surtout déjà quand on débute. Alors là, c'est très difficile. On est un peu lancé dans le bain comme ça, à nu presque. Mais c'est pas le cas le plus évident. Le cas numéro 2, c'est je suis dans l'équipe depuis un moment et on me donne petit à petit le rôle. Donc là, voilà, c'est aussi un cas qui est ressorti. Quelque chose qui peut être un peu délicat, c'est dans ce type de cas, la hiérarchie peut ne pas être d'accord. Alors attention aux attentes sur le poste. Donc ça, c'est quelqu'un qui a peut-être été frustré d'avoir l'envie et que derrière, ça n'ait pas été possible. Je ne me définis pas comme lead, mais c'est plutôt les autres qui le disent. J'ai l'impression que c'est un peu le cas idéal. Quand on nous donne en fait le lead, on nous le donne et on ne va pas forcément le chercher. En tout cas, voilà, ça vient peut-être plus naturellement. C'est vécu du coup plus agréablement. Et le troisième cas, c'est je suis dans l'équipe depuis un moment et j'aimerais prendre le lead. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'engager. Et là, pourquoi pas. C'est difficile de prendre la posture de lead après pas mal de mois dans l'équipe. Effectivement, ça peut impliquer que les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi tout d'un coup on se met à se comporter de certaines manières, pourquoi est-ce qu'on le mérite plus que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, donc la posture de devenir lead est peut-être plus compliquée. Ou en tout cas, voilà, c'est ce qui est aussi ressorti. Pour ça, je me suis dit, en fait, ce qui peut être intéressant, j'ai découvert ça notamment d'un point de vue plutôt commerce. Quand, si par exemple, moi, en tant que product designer, est-ce que j'ai envie d'aller sur une mission ou pas petit acid test. Pour quelles raisons en fait je refuserais d'aller quelque part ? Par exemple, en tant que lead, si je sais que je veux devenir lead, mais que je suis junior, je vais peut-être pas me dire je vais débarquer dans une structure complexe avec des problèmes politiques de fou, je connais personne dans l'équipe. Non, je vais peut-être me dire ok je n'y vais pas si l'entreprise est trop politique en fait et que je sais que je vais jamais réussir à faire la moindre chose. Je vais peut-être dans un second temps, ma mission en tant que lead, elle est clairement définie dans l'entreprise, c'est simple. Ok, je deviens lead dans une équipe que je connais et qui me donne le rôle. Là, c'est plutôt facile pour y aller. Et puis, je suis experte de mon domaine, allez, let's go, c'est facile, quoi. Donc je trouvais ça assez intéressant, le principe de l'acid test, parce que c'est un peu se mettre que des critères de est-ce que ça répond à ce critère-là oui, non, j'y vais ou j'y vais pas, selon les critères. Donc ça, c'est vraiment la partie contexte. Et on est lead aussi parce qu'il y a les personnes qui font partie de l'équipe. On n'est pas vraiment lead seul. Et donc, je trouve que c'est hyper important maintenant de se tourner vers les individus qui composent le groupe. Et pour ça, une des premières choses qui est ressortie encore, c'est où est-ce que j'emmène mon groupe ? Par exemple, si je prends des cas un peu plus qui ne sont pas vraiment professionnels ou techniques, par exemple, si je veux en tant que lead, je vais rassembler tout le monde autour d'une cause commune. Par exemple, si je veux me battre pour une cause, je vais réussir à rassembler toute l'équipe, la faire fédérer sur un objectif commun, c'est réussir à me battre pour cette cause.
Je peux aussi être, par exemple, chef d'orchestre et mon objectif et l'objectif du groupe, c'est peut-être de faire la meilleure prestation qu'il va y avoir de l'année, le spectacle, et donc on va tout faire ensemble pour réussir cet objectif avec le même objectif. On pourrait même aussi imaginer, typiquement, voilà, un cas où on peut avoir une posture un peu de lead dans des problèmes familiaux, où on va devoir aller chercher différentes personnes des membres de la famille, rassembler les bonnes personnes, aligner tout le monde sur un but commun, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve d'assez pertinent de capter. C'est quoi notre raison d'être, en fait? Et que tout le monde comprenne la raison d'être. Donc 2 potentiels ateliers qui peuvent amener à ça, qui peuvent être faits d'ailleurs sur des temps de rétrospective par exemple. C'est le Start with Why ou le Team Canva, où là toutes les personnes typiquement sur le Team Canva peuvent exprimer personnellement leur point de vue, leurs intentions, leurs envies, leur vision un peu du projet, ou même eux ce qu'ils veulent dans l'équipe, dans leur mission. Ils peuvent un peu s'exprimer et on peut réussir avec ça à aligner tout le monde ou à se dire ok, on va y aller tous ensemble sur un but commun. Il y avait une petite citation qui était la maturité du groupe, c'est aussi c'est maturité du groupe, emmener le contexte à l'équipe, c'est important. C'est vraiment des petits éléments qui peuvent aussi amener des éléments vraiment pour aider. C'est pour aider l'équipe aussi plus elle aura d'éléments de contexte et plus elle sera à même de savoir où elle va. C'est un peu basique, mais important. Donc attention à la distance entre ce qu'ils croient et le contexte réel. D'où la transparence aussi de nos intentions en tant que groupe, nos objectifs en tant que groupe. Quand on constitue un groupe, en fait, qui sont les gens de mon équipe, qui sont les gens du groupe. Donc, j'aime beaucoup le principe de l'hologrammatique parce que ça dit vraiment que dans le système vivant, la partie est dans le tout, mais le tout est aussi à l'intérieur de chaque partie. Et c'est hyper malin parce que ça me faisait aussi le pont avec un autre concept, peut-être parlant aussi, que je trouve intéressant, c'est dans un couple, imaginons avec une personne A et il y a une personne B, en fait il y a aussi une personne C qui est le A plus B en fait. C'est le couple est aussi un peu comme une personne morale qui a une identité à elle seule, quoi. Donc c'est intéressant de se dire on a un groupe qui a besoin d'avoir son identité, tout comme chaque personne qui la constitue a sa propre identité. Donc est-ce que j'ai peut-être besoin de connaître à la fois les personnes qu'il y a dans mon groupe, mais aussi de comprendre qu'ensemble elles forment quelque chose et elles ont une identité. Un atelier ou un exercice que j'ai pu exercer, vraiment j'ai trouvé ça très très intéressant, surtout dans un cadre, pour rester dans le cadre bien sûr professionnel, c'est le skill mapping, où là, l'objectif va être de recenser les membres de l'équipe, leurs compétences, à la fois à l'instant T, mais aussi projeter dans le temps et de se dire, ok, comment est-ce que les compétences de mon équipe s'organisent par rapport à nos grandes catégories, et je peux me projeter en tant que peut-être lead vers soit pour faire du bon recrutement en fonction de l'objectif dans lequel on veut aller en tant que groupe. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une équipe qui soit plutôt pluridisciplinaire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des profils variés? Comment on a besoin de faire notre recrutement? Et ça peut énormément aider, je pense, de faire ça. Donc ça, c'est aussi un bon exercice, je trouve. Plein d'autres idées. Bien sûr, ça, c'est aussi ce qu'ils m'ont donné comme façon de eux, comment ils ont amené leur travail de lead dans leurs équipes. C'est via ces outils, des idées aussi pour des rétros. Donc aider le groupe à définir le degré de liberté de chacun, des solutions focus pour être un peu plus projeté sur des futurs un peu plus souhaitables, des solutions, pas forcément être tourné que sur des problèmes. Ça peut aussi être les délégations poker pour que ça ne soit pas toi qui prennes les décisions. Donc ça veut dire que c'est intéressant quand on est lead d'accepter qu'à un moment on peut peut-être réussir à déléguer certaines décisions et que ça se prenne d'un commun accord. Donc voilà, plein d'idées pour les rétros. Des petits tips également qui sont revenus en grande majorité plus sur des postures, sur des comportements de posture. Par exemple, tout simplement, savoir écouter, se rendre disponible,
maintenir la confiance, faire beaucoup d'échanges. Donc ça, c'est tout plein d'éléments que je me suis dit, mais waouh, ok, en fait, c'est juste que c'est beaucoup d'humains, en fait. Faut passer beaucoup de temps à travailler avec eux, à être avec eux et à les comprendre, à les écouter. Et est-ce que je sais vraiment écouter ? Est-ce que je ne fais pas semblant d'écouter ? Donc, comment je peux faire pour améliorer ça ? Me rendre disponible, mais pas faire semblant, entre guillemets. C'est vraiment, j'arrive à donner de la disponibilité à mon équipe. Et ne jamais laisser, par exemple, personne sans réponse, mais plutôt, si je ne peux pas, trouver peut-être une solution rapide, rediriger vers quelqu'un. Maintenir la confiance, donner des responsabilités et ne pas faire à la place. Donc, laisser aussi une place à l'autonomie. Puis faire beaucoup d'échanges, donc tout simplement le côté aussi pause café et autres, c'est particulièrement important. Je note notamment le fait que c'est un risque de biais de familiarité. Donc le fait que plus on va être loin physiquement de quelqu'un ou d'un groupe, et moins on va réussir à avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Donc évidemment, c'est plus on va passer du temps avec les personnes, plus on va réussir à créer une empathie pour ces personnes-là. Donc quand aussi on dit aux gens, donc ça c'est quelqu'un qui avait expliqué ça, c'était intéressant. Quand tu dis aux gens comment ça va, les gens disent toujours ça va. Mais en fait, le rôle aussi c'est de se dire ok, mais il faut creuser en fait, il faut dire mais faut s'intéresser, il faut aller chercher plus loin parce que souvent les gens sont pas capables toujours de réussir à dire ce qui va pas ou tout simplement s'exprimer. Un autre élément qu'ils avaient eu beaucoup de mal à gérer, c'est la démotivation. Comment on fait quand on est lead pour gérer la démotivation de son équipe ? Et ça avait l'air d'être un point assez frustrant, vécu par les personnes qui faisaient du lead, qui avaient cette posture lead. Donc, une des phrases que j'aimais bien, c'est « En tant que lead, on dépense davantage d'énergie avec les gens qui sont les moins motivés. » Une fois qu'on sait ça, peut-être qu'on peut accepter dans ces cas-là de passer plus de temps à se concentrer sur les gens qui ont perdu la motivation plutôt que un peu de se mettre des œillères et dire tant pis, j'abandonne. Du coup, là, ça voudrait dire non, il faudrait réussir à ne pas abandonner. Ensuite, c'est compliqué de gérer les gens qui ont perdu la motivation. Par exemple, ça peut arriver sur des profils un peu juniors qui ont un peu comme un état d'esprit encore un peu étudiant, qui ont besoin de beaucoup s'alimenter, mais qui ne savent pas forcément avec l'autonomie aller le chercher soi-même. Voilà, du coup, c'est de trouver une solution pour aller les stimuler intellectuellement ou leur redonner de l'autonomie, leur donner un peu des responsabilités, de les relancer régulièrement. C'est-à-dire qu'on doit vraiment capter souvent les signaux, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être super à l'écoute et observer énormément. Mais je n'ai pas de réponse au-delà de ça. Hein. Donc, s'il y a des personnes aussi après qui aimeraient ou qui ont vécu des choses, moi, j'aimerais beaucoup aussi avoir vos retours à vous. Enfin, si on creuse encore plus loin, on a le contexte qui est important, dans quoi on est, dans quel environnement. Il y a notre équipe qui ils sont, mais en fait, on ne peut pas aussi avancer si on ne se connaît pas soi-même. C'est hyper... vous allez voir à quel point ça peut avoir un impact sur la suite, sur le comportement qu'on a en tant que lead. On a le contexte, on a ses propres capacités. Effectivement, on a nos qualités, on a nos défauts. Et ensuite, on a l'identité du groupe. Donc tout ça, en fait, ça va former des éléments intéressants qui vont composer notre façon de leader. Pour me concentrer sur l'aspect des capacités, donc c'est que des éléments qui sont, encore une fois, je n'ai vraiment pas rajouté des éléments, c'est que ce qu'eux m'ont dit quand je leur ai demandé, en fait, pour vous, c'est quoi les capacités du lead, c'est quoi les qualités, qu'est-ce qu'il faut avoir quand on est lead. Parce que moi, je me suis dit, mais moi, est-ce que je suis peut-être trop empathique, est-ce que je suis trop timide, etc. Donc, je trouvais ça intéressant de me dire, mais d'après eux, c'est quoi les bonnes qualités de lead. Et donc, j'ai, dans un premier temps, vraiment la pédagogie qui me semble totalement pertinente, c'est pouvoir aimer faire apprendre aux autres. C'est un élément important. On peut aussi avoir des controverses. Attention, si on vulgarise trop, ça peut parfois faire passer un peu pour de l'incompétence parce qu'on n'est pas assez précis. Donc là, on voyait bien qu'on arrive sur des personnes qui ont vécu vraiment des frustrations en leadant. Ouais, j'ai essayé d'être super pédagogue et en fait, je me suis repris j'ai eu un retour de bâton sur mon accompagnement parce que j'étais trop dans la vulgarisation. Ensuite,
Si j'ai mis une jauge, c'est parce que finalement, c'est des éléments qui sont hyper variables. On ne peut pas forcément être soit totalement pédagogue ou totalement empathique. C'est un élément qui est sur une jauge. Donc, on peut l'être un peu, beaucoup, peut-être pas du tout. Je trouve ça intéressant de comprendre qu'il y a des capacités qu'on va avoir qui vont jouer sur une jauge. Donc, typiquement, l'empathie, pour être lead, il ne faut pas forcément être empathique, ça peut être marche ou crève. C'est un exemple qui était donné, je trouve ça assez révélateur de ce qu'on va voir sur la suite, sur la posture qui va varier. On peut très bien être quelqu'un d'empathique de nature, mais de pas du tout appliquer l'empathie sur certaines situations, tout simplement parce que c'est pas la bonne réponse qu'il faut avoir. Ensuite, il y avait énormément d'éléments qui sont ressortis sur la confiance en soi. J'ai pris une décision et je ne la remets pas toujours en cause, toujours en doute. Je dois m'arrêter et y aller. C'est comme une autorité un peu réconfortante. Être lead, timide me semble compliqué. Il ne faut pas dire que tu es débutant, débutante, ni quand tu as des doutes. Il faut avoir confiance en soi et oser. Quels sont les risques à ça ? On voit quand même que globalement, toutes les personnes que j'ai pu interviewer semblent assez en phase à dire qu'il faut avoir une super confiance en soi. Même si, dans les profils, il y avait aussi des personnes qui ont vraiment le syndrome de l'imposteur et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des bons leads ou des bonnes leads. Donc je trouve que c'est intéressant comment ils se perçoivent, soit négativement vis-à-vis de cette confiance-là, qui n'est pas forcément, je pense, à mon sens, et là du coup je mets ma casquette de mon avis personnel, n'est pas forcément indispensable pour être un bon lead. Ensuite, être un caméléon, c'est pas à toi de choisir, c'est comment les autres ont besoin que tu te comportes. En fonction de la personne avec qui tu discutes, tu peux te sentir soit mentor, soit lead. En fait, c'est vraiment être caméléon. Il faut être capable de développer une certaine forme de charisme. Donc ça veut dire vraiment peut-être aussi mettre une casquette ou un masque, même si je pense qu'il y a des moments où il faut faire attention aussi à ça, à sa propre santé personnelle vis-à-vis de sa capacité à jouer peut-être un rôle si on n'est pas à l'aise avec. Donc après, il y a énormément de capacités qu'on pourrait ajouter, comme par exemple la patience, l'indulgence, l'ouverture d'esprit, l'humilité. On travaille quand même, c'est un travail qui est énormément tourné vers l'humain. Donc, quelles sont les capacités qu'il faut avoir quand on côtoie les gens ? Finalement, oui, c'est accepter qu'ils sont différents, accepter qu'ils n'ont pas les mêmes croyances, qu'ils n'ont pas les mêmes vécus. Il y avait des citations intéressantes. Il ne faut pas forcer les gens lorsqu'ils ils ou elles n'ont pas envie. Nous ne sommes pas tous égaux au changement. C'est effectivement aussi de la patience, de l'ouverture d'esprit. Lorsque tu n'es pas disponible, il faut toujours apporter une solution. Donc ça, je l'avais déjà dit. Super. Mais effectivement, c'est aussi plein de compétences qui sont très tournées vers l'humain. Donc c'était tous les paramètres qui étaient variables. Maintenant, ce que j'ai capté, c'est qu'il y avait des éléments qui avaient un consensus. Ils ont vraiment tous et toutes, parlé de ça à même titre que, en fait, tous les jours, quand tu veux être lead, il faut que tu montres l'exemple. Je me suis dit, ok, est-ce que je suis capable tous les jours de montrer l'exemple ? Il y a des jours où je sais que je ne vais pas pouvoir, forcément, on ne peut pas être au top tout le temps, donc est-ce que je suis capable d'assumer ça ? Mais attention, dire qu'on montre l'exemple ne veut pas forcément dire qu'on doit toujours montrer l'exemple. C'est pas vraiment non plus, il faut faire attention à être dans l'extrême. Mais effectivement, il y avait, est-ce que je suis capable de montrer l'exemple ? Il y avait aussi le fait tout simplement d'aimer le social. À un moment, il faut assumer que si on veut être lead, si on veut amener le groupe à avancer, si on veut leader, si on veut les comprendre, les connaître, il faut quand même un minimum aimer les gens, quoi. Et ça, c'était vraiment à l'unanimité. Donc s'intéresser aux gens, aimer parler avec, les connaître, tout simplement. Et il y a des fois, on peut aussi se voiler la face à penser qu'on aime ça et peut-être pas tant. J'ai eu déjà quelqu'un qui m'a fait ce retour en me disant finalement, je veux plus être lead parce que ça me fatigue trop, c'est trop intense d'un point de vue émotionnel en fait. C'est pas grave, en fait, on n'est pas obligé de vouloir absolument être lead, c'est important. Donc quelles sont aussi, enfin, mes motivations personnelles ? Et je pense que ça aussi, c'est difficile parfois de se l'avouer, d'aller chercher au plus profond de soi pourquoi je veux le faire. Donc il y avait des petites citations. Si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit vraiment au fond de toi.
Pourquoi on fait les choses? Besoin de reconnaissance, pour apaiser son ego. Parfois, ça arrive que j'entends ça dans les échanges. Parce que ça fait du bien, ça donne confiance en soi. C'est un petit côté, voilà, un peu pour son ego. Il ne faut pas faire des choses dans l'attente de quelque chose, sinon tu deviens une diva et non un lead. Je trouve ça marrant. Et voilà, ça, c'est vraiment les éléments, je pense, qui font consensus. Donc concrètement, encore une fois, pour travailler après sur de la capacité, sur des éléments qui nous... C'est beaucoup plus profond comme façon de travailler. On ne va pas faire des cours pour apprendre à parler chinois. Clairement, c'est un peu plus compliqué que ça, pour modifier sa capacité d'empathie, par exemple, ou pour aller chercher avoir un bon comportement face aux personnes. Enfin, pour modifier en fait sa personnalité d'une certaine manière, c'est quand même assez difficile. Mais ce que je trouve par contre d'accessible là-dessus, qui demandera beaucoup d'efforts, c'est de travailler sur certains points. Déjà, la communication non violente, avec le livre Les mots sont des fenêtres, qui est hyper bien à lire, qui donne vraiment des clés de communication dans des situations aussi difficiles, et qui amène notamment à prendre du recul sur la phase de l'écoute et de la réaction, de dissocier en fait ce que la personne nous dit avec ce que nous on pense. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça, que quand vous discutez et quelqu'un vous dit « Ah non, je suis allée voir Barbie au cinéma, j'ai vraiment pas du tout aimé », et que là on dit « Ah non, mais moi j'ai trop aimé ». Alors attention, la personne elle dit « Je suis allée au cinéma, j'ai vu Barbie et j'ai pas du tout aimé ». Eh ben, la question suivante pourrait être « Ah ok, pourquoi t'as pas aimé ? Qu'est-ce qui... » Non, en fait c'est impressionnant à quel point naturellement on va aller tout de suite amener notre jugement personnel, et ça c'est hyper intéressant de capter rapidement que attention, on se met d'abord dans une posture d'écoute et ensuite, éventuellement, après analyse, on peut arriver à amener son jugement personnel. Donc ça, c'est quelque chose notamment que je tire aussi de mon métier en tant que product designer. Quand je fais de la recherche, des interviews et toutes ces phases où je vais écouter les personnes, je vais vraiment me mettre dans une posture d'écoute, d'empathie et en fait, ce que je ressens, on s'en fout. Ça vient en phase d'analyse. Ensuite, il y a toute la partie mentoring, formation, où je pense que si on a envie d'être lead et qu'on sait qu'on a des points qui pêchent sur certaines capacités, on n'est pas très pédagogue, c'est pas facile, on est parfois un peu timide, on ne sait pas trop comment prendre les choses, pourquoi pas aller chercher de l'aide et tout simplement du mentoring, du coaching. Il y a des formations aussi pour aider à ça. Donc voilà, je parle trop longtemps. Donc, pour arriver sur le dernier point un peu central de cette présentation, on voit que ce qui compose en fait le lead, ça va être mes capacités. L'identité du groupe, ça va aussi jouer sur mon rôle de lead. Le contexte aussi va jouer sur le rôle de lead. Et mon niveau d'intelligence émotionnelle également. L'intelligence émotionnelle, je trouve que c'est hyper important de le comprendre parce que tout le monde a son niveau, sa capacité à réagir face aux réactions des gens et à comprendre les émotions des gens. Donc ça, c'est vraiment une intelligence qui permet de se dire « Ok, je capte, la personne, elle ressent telle émotion, j'ai capté que moi, je ressentais quoi, je sais comment je dois répondre, dans quelle situation je dois répondre, pourquoi je dois répondre ça. » Enfin voilà, c'est hyper important et chacune a son niveau d'intelligence là-dessus et je pense que c'est important quand on veut être lead de capter où on en est là-dessus. Donc d'ailleurs pour ça, je vous invite notamment à lire le livre de Daniel Goleman qui est l'intelligence émotionnelle tout simplement, qui va énormément aborder des cas concrets de la vie, de pourquoi il y a des gens qui vont être complètement apathiques, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont se comporter des fois avec qui vont être très énervés d'un coup. Enfin voilà, c'est plein de comportements déchiffrés. Donc je passe le schéma. Après, on ne peut pas retirer le fait que quand on est lead, il faut faire face certaines fois à des choses dont on n'est pas vraiment à même de gérer, comme par exemple la sensibilité, soit que l'on peut avoir soi-même, ou soit que les personnes vont avoir. Comment je me comporte face à quelqu'un qui est dans une phase difficile, qui est en train de réagir face à il y a une situation qui se passe, comment je dois me comporter. Ou moi-même, je peux aussi être dans une phase super difficile, ou au contraire, je suis hyper enjouée, je suis au taquet. Donc voilà, comment je gère cette sensibilité-là. Et encore une fois, un autre élément que je n'ai pas de réponse, c'est l'aspect du feeling. En fait, quand on est lead et que juste ça passe pas niveau feeling, comment on fait quoi ? Comment est-ce que c'est ok ? Est-ce que c'est pas grave ?
du coup je peux pas leader cette équipe, c'est trop compliqué. Donc c'est aussi des points qui me sont ressortis. Typiquement le feeling, est-ce que c'est possible d'être un bon lead si on n'arrive pas à mettre de côté nos ressentis face à quelqu'un dont il n'y a pas le feeling? Ou alors sur la sensibilité, difficile de savoir comment réagir quand la situation m'affecte, mais c'est normal parce qu'on passe beaucoup de temps au travail aussi. Donc comment je fais pour gérer ça? Des questions, j'ai pas de réponse. Si vous en avez, appel à l'aide. Et en fait, tout ça va créer ma posture. En fait, c'est une posture qui évolue parce que tous ces éléments évoluent aussi dans le temps. Par exemple, typiquement, l'identité de mon groupe peut évoluer. Quelqu'un dans le groupe va quitter le groupe, il va y avoir une nouvelle recrue, ça va changer l'identité qu'il va y avoir au sein du groupe, peut-être une énergie différente. Ça va venir impacter peut-être ma posture. Il y a aussi peut-être mes propres capacités. Voilà, j'ai fait des formations, j'ai lu des bouquins, je me sens plus à l'aise avec plein de nouvelles notions. Peut-être ça va modifier mes capacités, me monter en intelligence émotionnelle et je vais pouvoir faire évoluer ma posture. Il y a aussi les problèmes tout simplement personnels. Il y a aussi le contexte de l'organisation. On a un changement de direction, réorg, je pense que ça aussi, ça joue énormément. Et tout ça va faire évoluer au quotidien la posture. Souvent, des personnes vont être plus à l'aise avec l'une des deux postures, posture plutôt haute ou posture plutôt basse. Quand je parle de posture haute, c'est notamment si on se met dans une situation où on se met un peu plus comme quelqu'un de sachant, ça va peut-être être dans des cas où il va falloir clarifier les objectifs, il va falloir prendre des décisions, il va falloir recadrer, confronter. Donc là, on va se mettre dans cette position-là où on va dire « Ok, là, il faut y aller, il faut se mettre dans une posture haute ». Et il y a les cas aussi où on va se mettre en posture basse, où on se dit moi, je suis non-sachant, je sais plus je vais être plus dans, je valorise le travail des autres dans l'ombre, je donne des responsabilités, je fais avancer un peu le groupe depuis la salle un peu cachée, quoi. Donc c'est un peu les deux postures parallèles et il y a des gens qui arrivent à la fois très bien à jongler entre les deux et il y a des personnes qui sont pas à l'aise à aller de l'une à l'autre ou tout simplement à aller à l'autre posture. Et je pense que c'est ça en soi qui fait qu'on peut être une ou un bon lead. C'est vraiment cette capacité à jongler face aux bonnes personnes, avoir la bonne posture face aux personnes, face aux situations qui nous font face. Je vais demander combien il y avait de types de leads et voilà, il y en a beaucoup. Et je trouvais ça vachement marrant parce qu'en fait, dans les échanges, il n'y a pas une seule personne qui m'a parlé de ces types de leads. Je me suis demandé vraiment quel était l'intérêt du coup d'avoir autant travaillé sur de la catégorisation de façon de leader. Mais les deux choses qui sont ressorties quand même, c'était lead de groupe. On m'a parlé du fait de pouvoir plutôt leader un groupe. Donc j'ai un projet auquel je crois et les gens vont se rattacher à ça. Donc ça peut être une façon de leader. Et après, il y a le lead de compétences aussi, parce qu'on va être peut-être experte et qu'on est assez reconnu pour ça, donc les gens vont assez naturellement suivre. Donc voilà les deux seuls vraiment types de lead que j'ai captés. Donc en soi, voilà, sur les types de lead, on va retrouver des citations qui montrent à quel point dans le panel qui n'était pas très énorme non plus, il y a quand même déjà énormément de différences sur leur façon de se percevoir en tant que lead. Donc être capable de changer la posture quand c'est nécessaire, pouvoir choisir quelle corde mettre à mon arc quand il faut. On voit cette variation de posture. On me voit un peu comme le papa qui va prendre soin de son équipe et s'assurer que tout va bien en faisant les tâches ingrates qui ne vont plaire à personne. Voilà, on voit aussi c'est la façon dont la personne se perçoit. C'est plutôt un mec discret que tu n'entends pas parler mais qui fait que le vestiaire tient et que les gens travaillent entre eux. Ou alors t'es tech lead, tu dis je ne suis pas meilleur que toi, je me suis juste déjà cassé les dents dessus. Sans cette posture basse, un peu de non mais tu comprends, moi je le mérite pas, je connais ça, mais c'est juste parce que je l'ai vécu. Donc voilà, c'est un peu différentes façons de capter la posture de lead. Et du coup, pour finir sur les derniers petits tips qui m'ont donné, je trouvais ça bien de partager quand même, c'était des éléments pour soi quand on veut être lead aussi, comment on fait pour se tenir dans le temps, réussir en fait quand même à se gérer quand on a autant de choses à penser quand on est lead. Donc il y a des petits conseils, notamment sur de l'auto-organisation, avec se faire des petites rétrospectives à soi quand on est lead, se dire ok, j'en suis où, comment j'évolue, parce qu'en fait on est un peu seul dans ce rôle-là si on est seul dans l'équipe à être lead. Avoir un livre avec des petites victoires, mettre des rappels ou des deadlines pour prendre des notes et s'y fier, faire des to-do list.
garder une bonne vision du métier et du projet, hein, comme on parlait aussi de l'aspect un peu biais de familiarité, donc toujours essayer de garder un peu, voilà, d'avoir les mains dans le cambouis le plus souvent possible. Être ambitieux ou ambitieuse, même s'il y a des risques, en minimisant les échecs, parce que mine de rien, ça peut faire peur de se lancer, mais il faut pas avoir peur, sachant que c'est aussi quelque chose qui s'apprend quasiment que sur le terrain. Je pense que personne serait capable de faire du lead juste après cette présentation, mais c'est vraiment en pratiquant et en se posant plein de questions. Et enfin, quelque chose aussi qui était hyper pertinent, c'est comment je fais pour avoir du feedback est-ce que je suis un bon lead dans mon groupe, est-ce que les gens sont satisfaits dans mon équipe, comment je gère, comment je les accompagne, ce que je fais. Donc, typiquement, les gens de l'équipe ne viennent pas pour dire si tu as fait du bon boulot ou pas. Donc, comment faire pour aller chercher l'info ? Et donc, c'est vraiment une frustration qui ressort sur comment je fais pour obtenir du feedback. Donc, peut-être en essayant d'aller les questionner, faire des petits temps d'échange. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour sa propre auto-apprentissage de son rôle pour évoluer. Donc, en soi, finalement, est-ce que moi-même, je pourrais dire aujourd'hui, est-ce que je suis faite ou pas pour être lead ? En fait, je n'ai pas de réponse. En plus, aujourd'hui, je ne suis toujours pas lead et je ne sais même pas si je le serai un jour. Je pense que ce qui va être pour moi important, c'est à la fois d'avoir le bon contexte, d'avoir peut-être les bonnes opportunités, puisque je ne l'ai jamais pratiqué, je ne vais clairement pas me lancer dans quelque chose trop gros si c'est l'occasion qui se présente. Et ce que je pense, c'est vraiment ça, le contexte qui soit propice. C'est hyper important. Ne pas avoir peur d'essayer et de s'écouter aussi pour adapter sa manière de faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait comme type de lead ? Quelles sont mes compétences ? Quel type de lead j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie d'être plutôt authentique, transparente avec mon équipe, ou est-ce que j'ai envie de garder un profil très professionnel, pas froid, mais je voudrais dire plutôt distant, pour garder vraiment une relation très pro ? Tout ça, en fait, je vais essayer de me poser plein de questions. Pourquoi est-ce que je veux faire ça aussi, tout simplement ? Est-ce que j'ai les bonnes raisons de le faire ? Et je pense, tout simplement, quand on arrive dans un contexte, c'est un contexte qui va être complexe. Donc, qui dit complexe dit pas forcément prévisible. Et qui dit pas prévisible dit que dans ces cas-là, je dois anticiper tout ça et le comprendre et penser d'un point de vue plus large et pas juste à l'échelle de moi, de mon équipe, mais d'aller chercher à résoudre en fait des problèmes avec des bons outils qui sont faits pour des problèmes complexes. Voilà. À peu près, ce que je voulais dire, c'est vraiment de finir sur un rôle en fait de lead qui prend en compte à la fois quand on a besoin du soutien auprès de son entourage. On peut tout à fait trouver des gens autour de nous qui ont déjà vécu ou qui vivent ça et vers qui on peut aller se tourner pour en discuter. Donc, trouver des alliés aussi dans les équipes, trouver aussi dans la hiérarchie. Et puis après, ne pas oublier d'apprendre des choses, de s'auto-former en fait dans tous ces éléments, d'opter aussi pour peut-être du mentoring, trouver de l'aide pour les situations complexes, ne pas rester seul et galérer en fait indéfiniment dans son coin. Et bien sûr aussi faire attention à sa santé parce que ça peut parfois être assez difficile à vivre. Et si vous avez des feedbacks à me donner sur cette présentation, des choses que vous avez vécues, il y a un open feedback qui est là. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que parmi les 7 ou 10 que tu as interrogés, c'était des gens qui étaient en position de management, donc avec le levier managérial, ou plutôt sur la branche de contribution individuelle, donc leadership, influence, mais sans le levier managérial ? Il y avait, dans mes souvenirs, il n'y avait personne qui avait un rôle managérial. Après, dans leur contexte, souvent, c'était pas des rôles, il n'y avait pas toutes les tâches, on va dire, à mener d'un point de vue management. C'était vraiment d'un point de vue très produit, enfin une équipe de production avec un produit à porter et à amener. Mais j'ai pas interviewé des personnes du côté management. Par contre, il y a pas mal de points intéressants à faire avec le management quand même. C'est encore plus dans l'humain en fait. Enfin, voilà. S'il y avait d'autres questions. Il y a une question là.
Merci pour la présentation. À un moment, tu faisais mention de... dans l'autre sens. Tu faisais mention de communauté de pratique pour s'entraîner, pour... j'ai plus le slide en tête exactement. Tu as des exemples ou des pointeurs Communauté pratique pour s'aider. Ouais, pour s'entraîner... non, c'était pas sur la communication non violente. Voilà. Cette Ouais, partie-là. c'était ça. Des exemples typiquement Ah oui, les communautés de pratique. Ouais. J'ai pas Enfin, c'est vrai que certaines fois sur les missions dans lesquelles j'ai pu être, ou même avec l'entreprise, nous, on a déjà pu mettre en place des temps de travail pour écouter, pour résoudre des problématiques quand on est face à des cas compliqués, quand on est lead. Mais j'entends plus ce type de communauté de pratique. Ok. Après, je pense qu'il en existe peut-être. Je ne pense pas qu'il existe un meet-up ou spécialement autour du du leadership, mais peut-être. Ok. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être éventuellement des communautés de lead dev ou non. Ça... Ok. Merci. Mais après, je suis intéressée aussi si vous avez des expériences. Vu que j'ai vu au début, il y avait beaucoup de mains levées sur les. Je me pose des questions sur la suite de ma carrière. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont un peu dans cette phase de transition vers j'aimerais bien être lead. Je ne sais pas, est-ce que je peux est-ce que je peux leader mon équipe ou est-ce que j'aimerais avoir un poste de lead? Est-ce que vous avez des expériences là-dessus? Personne? C'est pas grave. Non, mais en fait, c'est juste j'ai une petite idée comme ça qui me vient. C'est plutôt le phénomène inverse en fait que dans notre métier, on est des fois en fait plus développeurs quoi. L'évaluation naturelle de notre métier, c'est de devenir lead. Par contre, je connais des gens, et enfin moi j'en fais partie, on préfère peut-être rester derrière notre ordi et faire notre boulot quotidien, et c'est un peu la tendance inverse quoi, de dire j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie de prendre des responsabilités autres que faire mon travail au quotidien. Je sais pas si c'est aussi, si d'autres gens ont vécu cette... Moi je connais par exemple un CTO qu'à un moment qui a dit non mais en fait moi je vais rester dans mon coin à faire mon dev au quotidien, participer vraiment au produit. Quoi. C'est un peu le constat que j'ai eu. Oui, c'est de savoir dans quoi on s'implique en fait. Oui. C'est vraiment ce que je me suis demandé en me lançant là-dedans. C'est waouh, mais dans quoi je m'implique si je vais là-dedans? Ça n'a pas l'air simple. Donc parfois, si on le sait avant d'y aller, peut-être qu'on n'irait pas. Ou alors on irait un peu, on se casserait un peu les dents dessus et puis après on repart. Et je trouve ça dommage aussi le fait que c'est censé être une suite logique. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas le même métier. Donc pourquoi pas aussi être formé en fait pour ça tout simplement et me demander si j'ai envie d'être lead, ok, mais j'ai besoin d'être formé pour quoi, je peux pas y aller sans rien enfin. c'est pas possible, c'est un autre métier d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été formés pour le leadership? Je connais bien la situation. Comment dire? En fait, je pense qu'il y a... Je sais pas où c'est qu'il faut parler. Voilà. Il n'y a aucun souci en fait à pas vouloir être lead et à rester senior. On va juste creuser très profondément une branche le thé du t-shirt avec une expertise bien pointue. Mais par contre, l'impact qu'on pourra avoir, il sera jamais très grand. Il sera limité à son équipe. Et en fait, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que les échelles de progression, après, elles seront pas les mêmes. Pour prendre un peu plus d'impact, c'est une forme de lead, mais c'est les rôles de staff engineer, principal engineer. Je sais pas si il n'était pas venu en parler, Hugo. Voilà. Hugo Lassiège, il a un blog qui s'appelle Eventually Coding. Il en parle très bien là-dessus. Et donc après, c'est pas, comme tu disais, c'est pas une évolution où soit tu restes dev, soit tu passes chef de projet, manager, VP, etc. Il y a ces branches de contribution individuelle dont je parlais, c'est pour ça la question était à dessein. Où tu vas, oui, toujours coder, etc., mais pas que, avec un impact plus large sur ton équipe, ton département, ton entreprise. Et pour autant, tu n'es pas manager. Donc c'est là que la notion d'influence, de leadership, comme tu disais Clémence, elles sont vraiment, vraiment importantes, quoi. Et pour répondre à ta question, donc moi je suis CTO d'un bout de la DSI d'Enedis, mais je ne suis pas manager. Donc ça me parle vraiment bien ce que tu racontes. Et en cherchant typiquement à changer de boulot en ce moment,
et donc potentiellement en s'orientant vers des postes où il y a un peu plus de management, des fois je me dis que c'est quand même dur quand il n'y a pas ce foutu levier managérial parce que c'est bien, c'est obligé d'être propre, pure influence, mais c'est long. C'est vrai, c'est intéressant parce qu'à la base, quand j'avais lancé la recherche des interviews, j'avais listé, j'allais jusqu'au management. Donc j'avais prévu d'aller interviewer tous les niveaux en montant, mais je me suis dit, bon, c'est vraiment beaucoup trop grand et j'ai décelé vraiment cette problématique, je me suis concentrée là-dessus. Mais en même temps, j'avais aussi plein de questionnements sur qu'est-ce que c'est la différence aussi entre coaching, mentoring et le rôle de leadership. Donc il y avait pas mal de questions aussi autour de ça que je trouvais assez intéressant sur l'aspect posture. Et bon, on reste quand même plutôt sur le côté, c'est pas trop management pour le coup, mais plus sur le côté dans une équipe, en fonction de mes compétences, de mon niveau d'expertise, parce que je commence à monter dans mes... Voilà, ça fait pas mal d'années. Maintenant, j'aimerais peut-être être plus mentor, plus coach. Et je trouvais ça, personnellement, je pense que je m'orienterais plus sur un profil de mentoring plutôt qu'un profil de lead d'équipe. Parce que pour moi, je vois bien leader une équipe, on se retrouve vraiment dans un peu un cas comme une équipe de sport, où vraiment on a un rôle de chef d'orchestre qui est potentiellement important, alors qu'un mentoring, on va peut-être faire plus appel à cette posture de sachant, on est vraiment là pour apprendre, on enlève un peu le côté humain qui est moins important pour ça. Et le management, pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu l'effet complètement encore plus extrême lié à l'humain. On a eu une conférence d'ailleurs par le directeur de Zenica qui nous a parlé du management et je me suis dit wow, ok, ouais, c'est impressionnant à quel point il parle que de ça tout le temps, le côté relationnel, le côté humain, le fait que des fois il hallucine à quel point en fait c'est imprévisible comment les gens dans son entreprise peuvent se comporter d'un point de vue positif ou négatif, mais le nombre de fois où il se surprend à découvrir, à mieux connaître les gens et à gérer la difficulté humaine. Et j'étais genre, oui, je pense que peut-être lead, je sais pas si c'est pas un peu moins important parce qu'il y a tout l'aspect aussi expertise derrière, plus métier, quoi. Alors, je sais pas, après, peut-être je déborde sur sur les questions management. N'oubliez pas, si vous pouvez faire quelques retours feedback, avec plaisir. Merci à vous. Je vais poser des questions Après.